coup, je suis sur plusieurs fronts. Je suis sur mon côté perso, il faut que je grossisse. Le côté franchisé, il faut que je grossisse. J'arrive à trouver une offre qui n'étrangle pas trop mes franchisés, de par le fait qu'il y a toujours les loyers de club basiques. Et donc, pour pas trop les ponctionner, pas trop leur démonter la marge, mais quand même avoir ce contenu-là. Donc, c'est quoi quand on est head trainer en moyenne? Ça, c'est une question que j'ai pas posée au head trainer que j'ai eu. C'est à peu près combien la marge qu'on peut... tu vas me dire, ça dépend, du loyer que tu factures et de 2, du nombre de coachs. Mais en gros, toi, avec l'expérience ou peut-être les autres head trainers ou les autres personnes, c'est quoi à peu près la marge qu'on pourrait éventuellement attendre de ça? Tu as une idée? Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Alexandre Camus, personal trainer et head trainer avec sa société Skill Concept. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Alexandre. Son parcours pour devenir coach sportif, sa vision du métier, comment se lancer en tant que personal trainer dans un club de fitness, son modèle de head trainer, comment réussir à développer un chiffre d'affaires de 3 à 5 000 euros par mois quand on est coach, et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Alexandre. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Alexandre. Salut Alex. Salut Andy. Merci à toi de te prêter au jeu du podcast. Je pense que une nouvelle fois, je ne connais pas mon invité et c'est ça qui me plaît dans le podcast. Déjà pour resituer un petit peu qui tu es, ce que tu fais, et après je vais creuser et en savoir un petit peu plus par rapport à là où tu en es aujourd'hui. Allez, super. Eh bien, écoute, moi, donc, je m'appelle Alexandre, j'ai 29 ans aujourd'hui. Et je te remercie aussi de m'inviter pour ce podcast et pour cet échange. Donc moi aujourd'hui je suis consultant pour coach sportif sur l'aspect business. Je me suis lancé là-dedans d'une histoire un petit peu avant, un petit peu par hasard aussi d'ailleurs. Alors pour resituer un petit peu au début, très rapidement, je faisais du sport, donc pas mal de sport. Je faisais du judo, du rugby. Et il s'est avéré que j'avais la possibilité de partir en centre de formation, donc judo ou rugby. Et j'ai choisi plutôt le rugby de par l'aspect sport collectif. En parallèle de ça, donc j'ai passé mon bac que je n'ai pas eu une première année. Donc j'ai échoué un petit peu de ce côté-là. Je suis parti du côté de Mont-de-Marsan, donc dans le sud-ouest de la France, pour repasser une deuxième année de bac et poursuivre mon aventure au niveau du rugby pour essayer de devenir professionnel, de tenter ma chance là-dedans. Deuxième échec de ma part par rapport à ce bac. Mais ça n'empêche que j'étais pas si mal au rugby. En tout cas, j'avais la chance de pouvoir continuer à jouer en tant que professionnel et sans bagage, sans diplôme, le rugby m'a conseillé à ce moment-là de passer mon BPGEPS. Donc, j'y connaissais rien du tout. J'étais pas du tout intéressé par quoi que ce soit. Moi, c'était le rugby. Et donc, il s'est avéré que j'ai fait cette année-là. Bon, gros coup de cœur. J'ai vraiment aimé l'approche, aider les gens sur l'aspect sportif, la motivation, le contact humain aussi. Et donc, du coup, j'ai travaillé. Donc, j'ai fait pas mal de cours de fitness dans une structure où, donc je jouais au rugby la semaine, plus le week-end. Et je faisais beaucoup de cours collectifs. Je suis monté à 25 heures de cours. Quand on essaye de jouer en pro et puis qu'on fait 25 heures de cours collectifs, il m'est arrivé une blessure à l'épaule.
Donc Ouais, ça aurait pu être quand même sur les jambes, parce que bon, c'est vrai que bon, après, avec le rugby, c'est sûr que forcément les épaules sont fortement sollicitées, mais c'est vrai que. Moi, je jouais du coup première ligne, donc à l'époque, c'était vraiment des chocs. Et puis bon, moi, la semaine, je m'occupais des petites mamies surtout, donc bon, c'était pas du tout le même délire. Donc voilà, et donc le côté rugby, ça m'a mis vraiment un gros frein. Je suis passé 2e, puis 3e, et puis après, je suis sorti de ce fameux circuit pour devenir professionnel. Avec quel âge à cette époque-là? J'avais, allez, je vais dire, j'avais 21 ans peut-être. Oh, même un peu avant, 19 ans, on va dire plutôt. 19? Ok. 19, ouais, parce que c'était la 2e année du bac, moi, c'était ça, 19 ans. Et tu l'as su assez rapidement que tu voulais être professionnel, ou tu lançais dans la voie du professionnalisme? En rugby ou sur l'aspect fitness? Non, sur l'aspect rugby ou judo, parce que tu partageais Ouais, les deux en fait, sports. le rugby, c'était simple, hein. Vu que j'étais titulaire très régulièrement, j'avais été aussi surclassé à l'époque dans l'antichambre des pros, donc c'est-à-dire la partie espoir. J'ai vu que ça collait bien, les entraîneurs étaient contents de ce que je faisais, j'avais des bonnes performances sur les matchs, donc je me dis pourquoi pas faire le truc à fond et de jouer le jeu. Donc le savoir, non, mais en tout cas me donner la chance c'est ce que j'ai fait. Et comment, au niveau du mindset, qu'est-ce qui fait que tu avais justement envie de pousser ces barrières-là? Parce qu'il y en a beaucoup de jeunes qui qui vont pas plus loin, ou même s'ils ont du potentiel, ils s'arrêtent avant. C'était quoi ton leitmotiv? T'avais, je sais pas, ton environnement qui te poussait, ou c'est toi seul qui avait décidé ça? Très bonne question. Je me suis jamais réellement posé la question en plus. À l'époque, du coup, mon papa qui était très sportif, lui était plutôt en équipe de France, mais de baseball à l'époque. Un sport très peu développé en France. Lui m'a toujours inculqué ce côté sportif et ce côté ne rien lâcher, le côté compétiteur, toujours s'améliorer, être critique sur sa propre performance. Et j'ai toujours été plus ou moins baigné là-dedans. Je pense que un de mes si on peut appeler ça souci entre guillemets, c'est d'être un perpétuel insatisfait, toujours pouvoir faire mieux, optimiser, réfléchir, amener de la correction, et le fait d'avoir ça peut-être à cette époque-là où c'est là où on voit une personne qui est impliquée dans son sport, ou au contraire qui fait plutôt ça en loisir. Moi, j'étais vraiment dans l'aspect compétition. Sur les matchs, c'était vraiment le gars d'en face contre moi. Donc, c'était le défi physique, être plus intelligent que lui, jouer mieux que lui. Et donc, c'est ça qui me motivait à l'époque, vraiment sur ma performance perso. Et après, il y avait bien évidemment le côté collectif où il fallait communiquer avec les joueurs d'à côté. Et donc, des fois, on avait un adversaire qui était un peu plus raide. Donc, il y a ce côté, je m'allie avec mon collègue sur une petite partie du match pour essayer de tuer, entre guillemets, la performance du gars d'en face. Et puis, voilà, donc, ce côté perso, performance sur le match m'intéressait. Ce côté équipe m'intéressait. Et la communication, l'échange, le challenge, c'est ça qui baignait un petit peu, pour moi, qui continue toujours, hein, mais là, plus l'aspect business. Donc, ouais, c'était ça le leitmotiv. Ok, excellent. Et suite à cette blessure et au fait que tu rétrogrades entre guillemets dans la hiérarchie, t'es comment à ce moment-là, d'un point de vue mental? Bon, là, en vrai, je suis au fond du seau parce que je mets tout. C'était une grosse blessure à l'épaule? Ouais, enfin, une grosse blessure. En fait, je pouvais pas lever mon bras, je pouvais pas manger, je pouvais pas juste mettre mon bras sur la table, c'était pas possible. Alors, l'expliquer exactement la blessure, je suis pas très fort en anatomie, mais en tout cas, au niveau de ma clavicule, l'os s'est fragmenté au niveau de la capsule de l'épaule. Ouais. Et donc, c'était pas opérable parce qu'il n'y avait pas de danger, il n'y avait pas de lésion particulière au niveau des tendons et compagnie. Okay. Et en fait, ça s'est juste reconsolidé plus fort. Et une fois que ça s'est reconsolidé, donc ça a quand même mis 6 mois, il fallait renforcer par-dessus pour reprotéger l'épaule. Et il fallait que je retrouve de l'amplitude parce que moi, j'étais talonneur, donc il fallait que je lève le bras et que je fasse mes touches.
Et là, je pouvais déjà juste pas attraper ma fourchette. Donc, mettre des brins à des gars sur le terrain, plus lancer des touches de manière propre, c'était pas possible. Donc ouais, c'était assez handicapant. Et pour revenir à cet état d'esprit à cette période-là, ben, grosse réflexion, je suis jeune, je suis assez binaire, c'est-à-dire je me lance à fond ou pas. Et là, je me suis lancé à fond et on me coupe l'herbe sous le pied comme ça. Bon, ben, qu'est-ce que je fais, comment je m'oriente, bon, voilà, je cherchais un petit peu ce que j'allais faire de ma vie, sachant que j'avais pas de diplôme non plus. J'avais mis toutes mes chances là-dedans et donc je quitte aussi cette entreprise où je faisais beaucoup de cours collectifs et j'essaye de tenter des trucs par moi-même. Voilà, c'est ce moment-là, je fais de l'expérience un peu. Qu'est-ce qui t'a plu dans le BPGEPS? Toi qui ne connaissais pas du tout le secteur, l'environnement ou autre? Je pense que c'est les opportunités d'activité. Bon, en soi, moi, je suis un très mauvais apprenti. Je suis toujours un peu le cancre de la classe. Mais ce qui me plaisait, c'était par-dessus tout l'émotion qu'on arrivait à transmettre, en tout cas dans le métier, avec son client. En tout cas, le rapport qu'on avait avec les clients, au-delà de l'aspect connaissance et compagnie, c'est une fois qu'on est sur le terrain, ben, on est avec des gens qui, alors bon, du coup, moi je traite beaucoup avec des personnes qui sont novices, hein, qui n'ont jamais fait de fitness, et de transmettre cette envie de bouger, de faire du sport. Et ben, c'est là où je trouvais mon challenge perso dans ce métier. Et c'est à partir de là que j'ai trouvé ma voie, entre guillemets, de préparateur physique. Ça m'intéressait très peu parce que trop technique. Et étant pas assez technique, c'était pas mon truc. Tout ce qui est-ce que tu aurais pu te lancer dans la voie de la prépa physique du rugby que tu connaissais, quoi. Et ouais, en plus, bon, j'avais 2-3 contacts, je pouvais faire des stages dedans, mais je vois vraiment que les gars, ils sont un peu bouffés par le temps, parce qu'ils doivent bosser la semaine, plus les week-ends, ils sont en déplacement pour aller sur le terrain et aller chauffer les mecs, et puis voir les résultats de leurs équipes. Hein. C'est comme ça le monde de la prépa. Donc il fallait se dire de sacrifier une partie de sa vie et d'être toujours en groupe tout le temps, de vivre en groupe. En tant que joueur, je l'ai bien apprécié, mais en tant que personne extérieure, trop frustré de ne pas pouvoir faire partie de l'équipe. Oui, tout à fait. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe à la fin, effectivement, dans le club où tu donnais 25 cours? Comment se passe la suite pour toi? Tu testes plein de choses, c'est-à-dire? Alors, du coup, je vois que j'ai 2 petites clientes qui veulent que je fasse du coaching avec elles, donc à savoir un coaching un petit peu plus personnalisé que je fais. Et puis, je vois que dans cette structure-là, on me dit qu'il faut quand même accentuer sur les cours collectifs. Et je vois que bon, il y a un trop gros décalage entre ce que voulait cette entreprise et ce que moi je voulais faire. Donc, je stoppe net. À ce moment-là, je pars, je fais donc du bootcamp, donc des petits cours en groupe à l'extérieur. Mais je vois que je suis assez limité en force de frappe, peu de clients, parce que j'avais juste mon réseau de cours collectifs, donc forcément c'était vite épuisé. Il fallait sortir de la salle, faire des cours dehors quand il fait froid, c'est pas évident. Hein. donc voilà, et puis bon, je me sentais assez limité et moi j'aime bien la musculation assez traditionnelle, les machines et compagnie, donc voilà, pas ma bonne voie. J'ai fait aussi de la marche nordique. Donc j'avais trouvé une petite forêt à côté que je connaissais tout par cœur, je faisais des éducatifs et tout ça, mais pareil, bon, j'ai 19-20 ans, je fais de la marche nordique, alors il y en a qui peut-être qui diront que c'est dynamique et compagnie, mais bon, je trouve rapidement mes limites. Et donc, à ce moment-là, je me pose, j'arrête tout, et puis je vois cette fameuse enseigne Basic Fit qui ouvre à Mont-de-Marsan. Donc bon, je dis d'accord. Donc j'y vais, je vais voir, et puis là, je rencontre la personne de l'accueil, et je dis ouais, bon, c'est bizarre, il n'y a pas de coach ici. Moi, je suis super chaud pour développer le coaching. Comment ça marche? Et donc, on m'explique un petit peu le système Basic Fit, comme quoi on peut louer la salle pour pouvoir exercer et avoir donc l'exclusivité sur la partie coaching et compagnie. Bon, je dis, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça que je voulais faire depuis le début. Je trouvais ma branche un peu là-dedans, donc je me lance là-dedans. Et je mets un petit mois pour obtenir ce fameux rendez-vous et tout. Et donc, je présente un business plan à l'époque.
Et ce business plan suffit. Et donc, la personne qui est Benoît me dit, bah, écoute, c'est parti, on y va, on se lance sur le club. C'était quand ça? Alors ça, c'était en 2017 et c'était exactement en mi-août 2017. Ok. Donc, tu es seul? Tu es seul dans la structure? Ah là, je suis seul tout. J'ai ma petite expérience d'1 an et demi dans la salle qui est à côté, qui fait beaucoup de cours collectifs. Je me dis, c'est pas possible que je cartonne pas. Tout le monde me kiffe. J'y vais, je fonce. Et là, je bosse. Bon, 1 mois, pas de clients. C'est quoi ta routine? Parce que souvent, on me pose la question, qu'est-ce que tu ferais, machin, si tu étais dans un club et tout. Qu'est-ce que tu ferais, toi, le premier mois? Enfin, qu'est-ce que tu as fait, du coup? Alors, peut-être que ça a changé, du coup, avec l'expérience que tu as, mais qu'est-ce que tu as fait le premier mois pour aller chercher des clients? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je me suis dit, au début, je vais voir comment se passe la salle, je vais vivre à la salle, et donc Tu plantes ta tente? Ouais, je plante ma tente. C'est vrai que c'était un peu le cas à l'époque. Je me mets de 8h à 22h30 sur la structure, et j'ai fait ça pendant 3 mois. Bon, il se passe qu'à l'époque, je fais une rencontre avec une cafetière et l'équipe d'accueil, et donc je passe ma vie à côté de la cafetière. Et donc, c'est ce qui se trouve, c'est qu'en fait, je suis dans un petit local, mais séparé de la clientèle. Et j'arrive au bout du 3e mois où j'ai une cliente qui s'appelle Corinne, que j'ai toujours en contact d'ailleurs, et qui me paye 120 € par mois, mais c'est tout ce que j'ai. Mais moi, je dois payer mes factures. Le club, accessoirement. Le club en priorité, ouais, bien sûr. Et en décembre, justement, j'arrive, alors un peu fataliste du côté personnel. Bon, je monte pour une réunion à Bordeaux. Je plante ma bagnole à cette époque-là. Bon, je me fais larguer par ma copine de l'époque. Et en plus, je perds mon portefeuille. Donc, vraiment, là, c'est le néant, quoi. Et le gars de l'accueil, il me dit, vraiment, je comprends pas pourquoi ça marche pas et tout. Je dis, bah, écoute, moi aussi, vraiment, je pense que les clients, ils n'ont pas d'argent, ils ne s'intéressent pas à moi, il n'y a pas de coaching dans la salle. Donc, je reste dans cet état d'esprit-là en me disant, bah, si, je vais quand même voir les gens, je fais ci, je fais ça. Mais en vrai, si on recule un petit peu, j'allais voir peut-être une personne par jour et c'était encore une personne que je connaissais. Donc, aucun intérêt. Bon, passe Noël, donc mes parents me sortent un petit peu la tête, je pars en Espagne et compagnie, j'essaie de faire un petit peu table rase de tout ça. Bon, mes parents un peu Comment tu gères, du coup, financièrement et tout, à cette période-là? En vrai, mes parents qui m'ont filé juste l'argent de quoi payer l'appartement, je mange un peu d'œufs, un peu d'avoine et compagnie, bon, bah, vraiment juste ce qu'il faut. Bon, je perds quand même beaucoup de poids parce que bah, pas trop le moral. À l'époque, du coup, pas assez de sous pour acheter une voiture, donc c'est même les agents d'accueil qui m'amenaient au club et tout. Alors, c'est un truc de dingue. Ça a duré 1 mois. Et puis courant janvier, du coup, l'hôte d'accueil qui s'était fait former sur la vente, qui avait bossé dans un autre centre de fitness avant, me dit, moi, je connais une personne qui forme les coachs. Et il forme les coachs sur la vente. Moi, il m'a formé. Moi, je suis devenu un tueur. Donc, lui, il avait des résultats incroyables par rapport à la vente d'abonnements dans le club, plus les options. Mais de l'autre côté, moi, j'avais 0. Donc, il me dit, va voir cette personne, je te mets en contact avec, et ça va le faire. Donc, je me mets avec cette personne qui s'appelle Véronique Barrère. Je ne sais pas si tu connais un petit peu. Ouais, Véro, je connais bien Véro. Ouais. Et donc, bon, moi, j'adore son côté cash et compagnie. Je lui dis, écoute, Véro, moi, je suis dans la sauce. J'ai pas un flush. Juste, moi, je suis plein de bonne volonté. J'ai de l'énergie à revendre. Je suis là, je suis présent. Si tu me donnes la solution, je l'appliquerai de A à Z bêtement. De toute façon, c'est soit ça, soit j'arrête tout. Donc, elle me dit, bah, écoute, Alex, OK. Par contre, vraiment, c'est une fleur que je te fais à toi. Tu me payes pas de suite. Je te forme. Donc, ça se passe sur 2 mercredis après-midi. Et après, bah, dès que tu as tes premiers rendez-vous, tu me payes. Et j'ai dit, adieu, j'ai vendu, Véro. Et donc là, dès que je fais cette formation-là, une révélation, vraiment. Donc en 3 semaines, ben, je trouve mes 8 clients. Et en 1 mois et demi, j'ai mes 15 clients. Donc, je ne vis pas au-dessus des lois, mais je gagne 3 500 € de chiffre d'affaires quand même. Ça continue à grimper. Je paye tout ce que j'avais à payer. Je paye Véro. Et là, je me dis, ça y est,
j'ai compris comment ça marchait. Et donc là, alors, qu'est-ce que tu as compris du coup? Parce que souvent, c'est le déclic d'une personne ou c'est le déclic de plusieurs choses qui font qu'à un moment donné, tu vois, je crois mais fermement qu'il y a beaucoup de coachs aujourd'hui qui galèrent et en fait je pense qu'ils vont tomber sur une personne ou ils vont entendre une phrase et en fait ça va être le déclic. Est-ce que toi tu as réellement appris quelque chose, on va dire, sur vraiment le point technique de la vente ou il y a un truc qui t'a débloqué? Non, je partais quand même un peu de loin, je pense. J'avais la bonne volonté, donc les gens étaient. Ce côté empathique, je pense que c'est une des qualités principales qui est chez moi. Ça, je suis assez fort là-dessus. Bon, vraiment, j'avais pas de structure derrière de vente. Okay. J'arrivais vraiment avec une feuille blanche. Je montrais toute la salle aux clients. Enfin, c'est ce que je faisais avant. Je faisais des rendez-vous. Donc, les clients étaient quand même satisfaits d'avoir échangé avec moi. J'avais cet apport de valeur. Tu faisais une visite de club, quoi. Tu faisais pas tu ne proposais pas une solution d'accompagnement, quoi. Et derrière, en fait, vu que je n'arrivais jamais à proposer mes tarifs, je leur disais, bon, ben voilà, moi, si tu veux faire du coaching avec moi, ça peut se passer comme ça ou comme ça. Et la personne disait, ok, super, merci Alex. Écoute, j'applique tes conseils et je reviens dans 2-3 mois. Bon, en vrai, j'attends toujours qu'on vienne me revoir. Donc voilà. Et en fait, avec Véro, elle m'a appris cette fameuse structure avec l'étude des besoins au départ, bien positionner les objectifs, poser aussi les questions qu'on doit avoir en tant que coach avec l'aspect maladie, les blessures, médicaments, etc., l'alimentation, le train de vie, le côté personnel. Et derrière, après, je fais une séance d'essai, mais une séance d'essai mieux expliquée, c'est-à-dire que je fais plus une séance de test au final, une séance où je montre juste et je donne des conseils. Et à la fin, je fais ce fameux débriefing où nous, on va appeler plutôt ça une vente ou en tout cas une proposition de solution. Et j'ai une personne et elle me dit oui. J'ai une deuxième et elle me dit oui. Et là, j'ai fait, ça y est, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, je me suis approprié ce discours-là et je me suis dit, ok, ma vente fonctionne, j'ai du flux de l'accueil, donc je n'avais pas besoin d'aller voir les gens. Mais Véro m'a dit sur le deuxième rendez-vous, il faut quand même que tu ailles voir les gens. Et je lui dis, mais t'inquiète, j'y vais, je vais vraiment voir les gens. Elle me dit, ok. Et donc ça, c'est pour moi le plus gros point que j'ai appris. Elle m'a mis une feuille et elle m'a dit, ok, note-moi les personnes que tu as vues. Dis-moi depuis combien de temps elle est à la salle, quel âge elle a, ses objectifs. Et là, le blanc intersidéral. Et donc, elle me dit, ok, pour la semaine prochaine, tu me vois 3 personnes par jour. Juste ça, cette simplicité de conseil, je l'ai fait, je l'ai appliqué. Alors, des fois, ça match, des fois, ça ne matche pas. Hein. Les premières fois, c'était catastrophique. Je me rappelle une petite anecdote rigolote. La première personne que je vais voir, donc c'est une fille qui est sur un elliptique, elle a un casque, et mon collègue de l'accueil me dit, vas-y, va la voir. Donc, j'y vais, je me pointe, alors hop, je prends mon petit courage à 2 mains, et je me mets devant cette fille, et je lui dis, salut, donc elle me regarde, elle enlève son casque, elle me dit, ouais, salut, je lui dis, comment tu t'appelles? Elle me dit, moi, c'est Laura. Et là, mais tellement frustré, je lui dis, ok, et je me barre. Et je vais voir mon collègue à l'accueil, je dis, putain, mais je sais pas quoi lui dire, j'étais perdu et tout ça. Et il me dit, pose-lui la question, qu'est-ce que tu fais à la salle? Ah, j'ai dit, ok, d'accord. Et donc, je suis allé voir une deuxième personne pour dire que je pars d'assez loin, mais j'avais peur vraiment peur d'aller voir les gens, peur de déranger. Je sais que ça, je me bats là-dessus avec tous les nouveaux coachs que je recrute aujourd'hui. Bon, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais c'est vraiment ce côté-là d'aller voir les gens, ouvrir ses relations et échanger. Et même si au début, on prend des vestes et on est ridicule. J'étais tout rouge, voilà, c'était n'importe quoi en vrai. Et donc, à chaque fois que j'allais voir un client, je rajoutais une question par-dessus. Et j'en ai fait en vrai une dizaine. Et à la fin, j'arrivais à avoir une discussion assez relaxe. Et donc, rien que cet effort-là, c'est pour ça qu'en 15 jours, j'ai vite progressé, mais parce que c'était un de mes points faibles énormes, c'est que je passais mon temps à côté de cette cafetière, comme je disais au début, et que je ne sortais pas m'intéresser aux gens. Et ça c'est pour moi un conseil très important, même si on n'a pas une grosse structure de vente. Même si on est présent, que les gens nous voient, que ça plaît ce qu'on fait, les gens vont venir à un moment donné nous voir. Donc, voilà, c'est la grande force d'être personal trainer dans une structure, dans une structure de fitness.
aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs qui veulent être sur du online ou dématérialiser un petit peu tout ça. Ça se fait. Il y a des coachs qui arrivent à développer leur activité. Mais c'est clair que quand tu es dans une structure, pour l'avoir aussi testé, moi, c'était le premier aussi modèle que j'ai eu à l'époque parce qu'il y avait que ça. C'est clair que c'est beaucoup plus facile de connecter avec une personne qui est en face à face avec nous, qui est forcément, elle est en train de faire du sport. Donc, forcément, elle a des objectifs et qu'on peut éventuellement, à mon avis, on a des solutions pour l'accompagner. Donc, j'ai toujours trouvé ça plus facile, effectivement. Alors, il y a cette barrière aussi, voilà, effectivement, tu as des écouteurs, de déranger les gens. Mais si tu le fais de manière bienveillante, avec le côté, le smile, le sourire ou des petites choses, ça passe toujours mieux, quoi. Ben, on va dire qu'au début, oui, c'est toujours, je dérange un petit peu parce que c'est un peu comme ça, mais bon, ça n'empêche qu'on est coach. Sur notre carte, il y a marqué éducateur sportif, donc on est là pour aussi éduquer les gens. Et au début, c'est comme ça, et en fait, à la fin, ça va être tiens, salut, Alain. Et c'est le client qui vient vers nous. Donc, en fait, on ne dérange plus au final. On crée une certaine communauté dans une salle, et pour moi, c'est le job du coach quand il est dans une salle. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs modèles, et le côté online est toujours bon, super, mais en modèle économique, aujourd'hui, c'est vrai que le fait de travailler dans une salle quand tu débutes, bon, en plus, nous, aujourd'hui, il y a un réseau, donc des gens qui conseillent, comme toi aujourd'hui, qui conseillent aussi les coachs. Bon, il n'y a rien de plus facile de s'appuyer sur des connaissances de quelqu'un qui a déjà réussi et d'être dans un environnement favorable au développement d'une activité. Donc, moi, je te rejoins là-dessus. Et du coup, alors, ce changement-là, c'est 20 premiers clients. Ça t'ouvre, toi, un champ de perspective. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Ben, qu'est-ce que je me dis Je me dis, ben, en fait, moi, donc, je suis rentré dans ce club en me disant, je vais être head trainer. Donc, je ne savais pas ce que c'était. Moi, j'ai trouvé head trainer. J'ai dit, wow, c'est incroyable. C'est un mot qui n'est pas personal trainer. Je suis un truc à part. Je dis, c'est cool. Et donc, du coup, je me dis, bon, ben, vu que j'ai la recette, en tout cas, je sais faire maintenant, je vais me dire, je vais trouver un collègue. Donc, je me retrouve à recruter maintenant sur l'aspect professionnel. Donc là, c'est pareil, hein, je repars de zéro, une feuille blanche. Salut, comment ça va et compagnie. Donc, travailler sur le côté pro est un peu plus compliqué, se sentir légitime, machin. Et donc, je recrute un collègue. Et donc, je lui explique à ma manière. Je vais avec lui, je commence à lui enseigner. Donc, lui, pareil, il trouve sa clientèle. Je m'aperçois qu'en plus, il n'a pas du tout la même clientèle que moi, malgré le fait qu'on se ressemble un petit peu. On fait du body tous les deux, on soulève que des barres. Voilà, on ne s'intéresse pas trop au sport santé. En plus, on est un peu jeune à cette époque-là. Et donc, du coup, lui, il a une clientèle prépa physique plutôt jeune. Et moi, j'ai une clientèle plutôt féminine, plus de 40, et uniquement sur un peu de perte de poids. Et c'est cool. Bon, je me dis, c'est génial. Donc, je recrute un troisième. Et là, du coup, on est 3 sur le club. Tu es sur un modèle quoi sur Basic Fit là? C'est un M, un L? C'est quel type de structure qu'il y avait? Alors, moi, j'étais à l'époque sur un club M. M. Maintenant. Pas forcément un très gros club, du coup, pour démarrer. Alors, c'est un club, pour te dire, à Mont-de-Marsan, il fait 1800 mètres carrés. Ah oui, quand même. Okay. J'ai 2100 adhérents. Par contre, on est dans une ville qui fait à peine 40 000 habitants, agglo comprise. Ok. Donc, si tu veux, là-bas, dans les Landes, hein, pour t'expliquer un peu, bon, il y a la pêche, il y a la chasse, il y a le canard, c'est cool. Mais le côté physique, le côté culte du corps, c'est pas comme à Nice ou sur la côte basque ou sur Paris, en tout cas dans tous les endroits où il y a besoin de se montrer. Donc, un peu moins développé, mais ça n'empêche que par contre, ça, c'est une des réflexions que j'avais au tout début, quand ça fonctionnait pas. Ouais, dans ce club, ça marche pas. Et donc, ça fonctionne chez les autres, mais chez moi, ça marche pas. Moi, j'ai pas de client pour ça. Bon, d'accord. Et puis, Véro qui me disait, ouais, mais si tu regardes bien, tout le monde a des iPhones comme dans toutes les grosses villes. Il y a des gens qui sont blindés comme dans toutes les grosses villes. Et voilà, faut y aller. Donc, bon. Du coup, ouais, non, je suis sur un club M. Bon, un club un peu surcoté comparé aux autres clubs qui peuvent se faire dans des grosses villes comme Bordeaux, où on est même classé sur le même catégorie. Alors que Bordeaux, une ville beaucoup plus dynamique, ou sur la côte basque, pareil. Et moi, je suis dans les Landes, donc je me dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir comment on peut faire? Et donc ouais, je suis sur ce type de catégorie-là. Bon, une fois que j'arrive
un peu à faire ça. Bon, ben, c'est quoi la suite logique des choses? La suite logique des choses, c'est de se développer. Donc, bon, ben, j'ai les idées de grandeur et donc je me rapproche encore une fois de Benoît et après, ben, du coup, je prends un deuxième club qui est sur la côte basque. Donc ça, c'est quelle année du coup? Tu as commencé 2017, c'est quoi? 2017. Avant la Covid? Ouais, je laisse passer un an. Et là, on arrive courant 2018. Et le deuxième coach avec qui je recrute, ben, je me mets avec lui parce que ben, il a des qualités différentes. Et puis, je me dis, à deux, c'est quand même plus sympa, je trouve, l'aventure entrepreneuriale. On peut échanger, amener de la réflexion, alors que quand on est tout seul, bon, ben, on se plante, on n'a pas trop de réflexion derrière tout ça. Donc, je me mets là-dedans. Et puis, le deuxième club, ça fonctionne bien. Enfin, ça fonctionne bien au bout de quelques mois, puisque, bon, petite erreur de lancement, le club n'a pas fait sa pub officielle. Donc, ce qui fait qu'au bout de 3 mois, bah, du coup, moi, j'ai 200 ou 300 adhérents sur le club. Par contre, j'ai une équipe de 5 coachs, parce que j'ai dit, le modèle basique, ça cartonne, c'est génial. Et là, je fais, waouh, comment ça va se passer? Donc, je réapplique le même modèle qu'avant, je plante ma tente à la salle. Et par contre, là, je mets des offres promotionnelles en place de partout. Une semaine, coaching gratuit pour tout le monde. J'utilise les réseaux sociaux. Enfin bref, j'essaie de brasser du monde et j'arrive à trouver quelques petits contrats à droite à gauche. Donc, tout le monde arrive plus ou moins à tenir. Et après, ben, janvier est parti et donc le club est parti et donc c'était bon. Mais bon, j'ai eu encore… C'est-à-dire qu'à l'ouverture, tu avais déjà 5 coachs sur le deuxième club, quoi. Ouais, enfin… Attends, le club a commencé en octobre, je l'ai pris en octobre, et d'octobre à janvier, j'ai mis en place une équipe de 5 coachs au fur et à mesure. Comment tu t'y es pris pour les trouver? Bah, avec des connaissances. Alors à l'époque, j'utilise beaucoup Facebook pour faire du recrutement. Je ne connaissais pas Indeed, donc j'étais assez mauvais là-dedans. J'ai utilisé un petit peu LinkedIn, mais je trouvais ça… une usine à gaz. En vrai, c'est Facebook avec ses offres d'emploi. J'ai réussi à tomber sur 2-3 personnes et comme j'étais du secteur, j'ai réussi à tracter quand même quelques personnes. Donc, des personnes qui étaient à Mont-de-Marsan pour faire leur BP et qui habitaient sur la côte basque, depuis qu'on a 1h30. Le deuxième, il était où, du coup? Le deuxième, à Bayonne. À Bayonne, ok. Donc voilà. Et puis après, j'en prends un troisième. Donc le troisième, il n'est pas du tout à côté. Il est à Montauban. Oui, ok. De Toulouse. Donc là, c'est 3 heures de route. J'ai dit, de toute façon, on sait calquer le modèle sur un club. On va réussir à le faire sur un troisième, pardon. La structure change. Quand on est tout seul et qu'on passe 100% de son temps sur un club, ça va. Quand on doit partager son temps à 50-50 sur 2 clubs, bon, ben, y a plus de trucs à gérer. Là, c'est 3 structures et une structure qui est loin. Et toi, par rapport à ta façon de faire, tu continues toujours à coacher? Ou du coup, avec l'arrivée des coachs, tu te dis, bon, je vais m'enlever de l'équation pour me concentrer sur l'équipe et le développement? Non, là, à cette période-là, l'activité de training me rapporte, je vais dire 500 € par mois, donc c'est-à-dire rien. Okay. Puisque tu as besoin de continuer, tu as besoin de continuer ton activité. J'ai besoin d'avoir un socle précis, enfin un socle de finances. Et en fait, à l'époque, j'avais des loyers différents. Je commençais avec des loyers à 0 € parce que je me suis dit, bon, ben, vu que le modèle basique fait un peu peur, d'avoir un loyer, tout ça, ma formation n'est pas hyper aboutie, mais bon, elle est quand même là. Bon, je commence les loyers à 0, puis après 100 €, et puis après, j'augmente. Je suis à des loyers à 600 € au final au bout de 8 mois. Donc, ce qui fait que quand les coachs me claquent dans les doigts au bout de 3-4 mois, bon, et déjà, c'est un échec personnel parce que ben, ça me frustre de voir des coachs échouer parce qu'ils n'ont pas assez mis d'ingrédients. Donc, je me remets aussi un peu en question et compagnie. Et deuxièmement, ben, tout mon investissement de temps s'écroule à ce moment-là parce que je suis obligé de relancer la machine. Donc, on se fait les dents là-dessus. 4e opportunité, un club à Bordeaux, donc Mériadec, grosse usine. Là, on est sur un club entre 8 et 9 000 adhérents, un taux de passage à 1000 par jour, un passage journalier à 1000 personnes par jour. Voilà, donc, c'est un gros truc, quoi. Là, j'ai dit, ça y est, c'est parti.
je vois enfin ma grosse usine et tout. Un coach, tout ça. Ouais, alors du coup, moi, à l'époque, mon but, c'était pas de fournir beaucoup de coachs. Je m'étais dit, si je gagne 500, 600 euros par club, c'était bien. Par contre, mes coachs qui sont dedans gagnent bien leur vie, sont à l'aise, et moi, je suis assez tranquille, quoi. Et bon, malheureusement, du côté professionnel, la personne avec qui j'étais associé déménage sur Bordeaux. Et bon, donc du coup, nous, on se sépare professionnellement. Donc lui garde ce club de Mériadec, il garde ce club de Montauban, et moi, je reste sur cette fameuse côte basque. Okay. Et donc, du coup, arrive un club à Biarritz, et c'est tout. C'est tout, puisque à cette période-là, alors si je reprends le deuxième club à Bayonne, donc voilà, on est à 4 clubs, et là, je prends ce club, et 2 mois après, arrive la Covid. Ok. Donc là, pareil, chamboulement, compagnie. Moi, vu que je m'étais séparé, je recrée une société. Donc, société jeune. Je vois les aides du Covid. Tout le monde donne du pognon à bloc. Moi, j'ai 0. J'avais arrêté le coaching parce que je passe à 4 clubs, mais je suis tout seul. Donc, normalement, ça pouvait me faire des trucs. Enfin, du gain financier. Donc, 0 aussi. Bon, je me dis, allez, ça ne va pas durer longtemps. Ils nous disent que ça tient bon à la télé. Donc, au début, j'étais scotché à la télé. Et j'ai dit, bon, je vais quand même utiliser ce temps pour faire avancer ma boîte. Et je fais le temps que j'épuise mes petites finances. Et donc, je bosse 3 mois. Donc, en fait, tout le concept que j'avais plus ou moins mis en place à expliquer au coach, j'ai tout mis sous format PDF. J'ai tout processé. Comme ça, quand le coach il arrive dans le club, il a juste à suivre les différentes étapes. Je lui explique tout et je standardise. Voilà comment j'ai bossé sur mes 3 premiers mois. Bon, du coup, on arrive en janvier, encore une fois, et les clubs ne réouvrent pas. Mes coachs, je passe du temps avec eux, donc ils arrivent à avoir un peu de coaching en ligne, à faire 2-3 bricoles à distance, un peu de visio. Et moi, c'était trop tard pour reprendre le coaching. Ça aurait mis trop de temps pour relancer l'activité. Donc, je pars dans une agence d'intérim. Et donc, je trouve un travail chez But. Et, Okay. et donc, en fait, But à cette période-là cartonne de chez cartonne parce que tous les gens sont chez eux et en fait, ils veulent changer tout leur mobilier. Donc, du coup, eux, But, ils avaient fait une liquidation parce qu'ils refaisaient le magasin. Et donc, ça a super bien fonctionné. Je me retrouve avec 1 ou 2 collègues. En plus, je tombe avec un collègue qui est coach. Donc, on se monte un peu la tête, machin, on se fait nos plans. Et donc, je bosse chez But. Ils me prennent après par rapport au fait qu'ils refont le But, donc ils le reconstruisent. Donc, du coup, je me retrouve en tant qu'intérimaire avec une équipe de 6 intérimaires à gérer dans le But. Donc, trop cool. Et moi, à côté de ça, je continue toujours à bosser, à essayer de garder mes coachs pour me dire, dès la reprise, paf, mes coachs, ils gagnent un peu d'argent, je peux leur remettre les loyers, progressifs parce qu'il faut s'entendre, et puis basique, communiquer avec nous, essayer d'avoir la plus grande clarté pour la réouverture, mais ça restait toujours un peu compliqué. Donc, voilà un petit peu l'affaire. Ton état d'esprit, toi, là, à cette période-là aussi, c'est dur, c'est pas dur. Bon, a priori, le travail ne te fait pas peur, donc tu rebondis et puis tu trouves toujours des solutions. Mais comment tu te sens? Je me dis que j'étais bien parti. Je reprends un peu, le bouillon de par le fait que je suis obligé de repartir un petit peu de zéro. Alors, je sais qu'aujourd'hui, j'ai plus peur de repartir de zéro, même si ma boîte demain elle s'arrête, je trouverai toujours un truc. Donc, je bosse vraiment sans filet aujourd'hui et je me lance à 100% toujours sur les projets, mais dur parce qu'il faut relancer l'affaire et surtout dur parce que je vois peu de personnes. Je suis plongé dans mon concept et en vrai, je ne sais pas si derrière ça va fonctionner, ça va plaire au coach. Donc, toujours un peu de doute. Mais je pars du principe que vu que c'est bienveillant, vu que je veux apporter de la valeur, je ne vois pas comment ça peut être contre-productif. Donc, je le fais quand même. Et le plus dur pour moi, ça a été de me dire arrêt du sport et après d'être enfermé chez moi ou aller chez But pour bosser sur mon concept et de rien faire. C'était pour moi le plus dur. J'ai pas pris tant que ça en poids, mais par contre, conditions physiques,
zéro. Hein, je faisais de l'élastique au début, après ça m'a vite gavé. Donc voilà, et bon, je me suis complètement éloigné de ce que je voulais faire. Et voilà, donc c'était vraiment ça le plus dur pour moi. Okay. Mais je me suis conditionné, je me suis mis plutôt un objectif, quelque part une vision, en me disant je veux quand même changer la vie des coachs, c'est mon délire, j'aime bien ça, donc je fais et on verra ce qui se passera quand ça réouvrira. Et du coup, à la réouverture, tu réenclenches tout? Réouverture, je réenclenche tout. Donc j'ai 90% des coachs qui restent. Donc ça déjà, satisfaction plus. Et j'en ai un qui arrête parce que en fait au final, ça a bien marché en ligne. Et malheureusement, il me dit en vrai, ça fonctionne bien en ligne. Il me dit tu m'as bien accompagné et compagnie. Mais bon, voilà, le club, là, je ne me vois pas repartir. Surtout qu'à la réouverture, c'était limité à 7 personnes par heure. Et nous, dans des grosses structures comme ça, c'est le volume qui nous intéresse. Et donc, il me dit, voilà, c'est bon, je change d'horizon. J'ai dit, écoute, pas de souci, au moins on reste sur une bonne entente. Moi, ce qui compte pour moi, c'est qu'il gagne sa vie. Et donc c'est cool. Donc voilà, ça recontinue. Après, refermeture. Donc là, par contre, je m'étais un petit peu préparé. Donc là, je ne travaille pas sur cette période-là. Par contre, je coach un petit peu. Et derrière, ça réouvre. Donc après ces 3 derniers mois. Et là, j'ai un concept qui est quand même bien abouti puisque j'avais quand même testé toutes mes formations que j'avais fait avec mes coachs pour les remettre quand même dans le bain, de leur dire voilà, je mets ça sous process. Et ce qui a changé vraiment à la sortie du 2e confinement, c'est mon business model en tant que head trainer. C'est-à-dire qu'au début, je faisais des loyers à 0, puis machin, puis après, je faisais monter jusqu'à 600 €. En sortant de ça, vu que j'avais fait un gros travail sur mes formations, un gros process de démarrage, et que les coachs m'avaient dit « c'est vraiment bien ce que tu as fait », j'avais des bons retours, et bien du coup, j'ai mis des droits d'entrée après. Donc aujourd'hui, j'ai des droits d'entrée, pour être vraiment en toute transparence, à hauteur de 800 €. Et mon premier mois après, donc je suis à 100 €. Non, je suis à 200, après 350, 500, 500, 600, 700, et je reste fixe à 700. Par contre, les coachs, dès qu'ils arrivent, ils ont une personne qui est 100% dédiée à leur lancement d'activité. Il y a un gros onboarding sur le personal trainer pour qu'il ait, je suppose, des résultats le plus rapidement possible, quoi. Nous, sous 3 mois, on s'engage à ce que le client, le client, donc le coach, ait au moins 2 000 € de chiffre d'affaires. Ça, c'est notre target dès son lancement. Et après, par contre, c'est de le faire tenir entre 3 et 5 000 € de chiffre d'affaires, avec les hauts et les bas, bien évidemment, en fonction des différentes périodes de l'année. Mais en tout cas, qu'il reste bien dans cette fourchette-là, pour qu'il puisse être à l'aise dans son activité. Après, une fois qu'il est là-dedans, du coup, nous, on entretient toujours ce côté est-ce que tu es toujours bon? Est-ce que c'est OK? Est-ce que tu t'épanouis toujours? Et là, on lui propose après des formations annexes en fonction de ses objectifs. Nous, on a des coachs qui sont très heureux à 3 000 € par mois de CA, auquel cas, c'est super. Et il y en a d'autres qui ont les dents longues et qui veulent aller chercher ces fameux 5, 6, 7, 8 000, 10 000. On a même un coach qui a atteint 15 000 €. Bon, voilà, on essaye de les maintenir et de les faire tenir le plus longtemps possible dans cette dynamique-là, avec l'échange, avec tout ça. Donc aujourd'hui, on est vraiment baigné là-dedans. Et donc, du coup, ça n'empêche que sorti de cette 2e phase, vu que l'activité fonctionne bien, on arrive à avoir des gens qui acceptent de payer les droits d'entrée. Je trouvais ça quand même dingue en me disant, au début, je faisais 0, j'avais un taux d'échec plus important que quand je faisais payer avec les droits d'entrée, parce que les gens sont plus impactés par ça. Et donc, je me dis, en fait, j'ai plein de préjugés qu'il faut que je change. Et donc, je me laisse digérer un peu ça. Et il se passe aussi pendant le Covid que je me rapproche de quelques head trainers. Donc, sur mon aspect perso, mon aspect skill concept, Alexandre, j'ai mes 4 clubs. Par contre, du coup, je me rapproche de 5-6 head trainers. Des personnes qui n'ont pas de structure au départ, qui veulent créer un petit peu d'équipe, qui veulent améliorer leurs conditions de coach. Et en fait, en 3 mois, je passe de 4 clubs sous l'enseigne Skill Concept en perso, avec 15 clubs en plus franchisés.
puisque du coup, je me dis, je lance une franchise. Mon concept fonctionne, j'ai juste à le dupliquer. Les head trainers apprennent ma méthode, ils ont juste à l'enseigner, c'est cool. Donc, je développe ça. Et du coup, je suis sur plusieurs fronts. Je suis sur mon côté perso, il faut que je grossisse. Le côté franchisé, il faut que je grossisse. J'arrive à trouver une offre qui n'étrangle pas trop mes franchisés, de par le fait qu'il y a toujours les loyers de club basiques. Et donc, pour pas trop les ponctionner, pas trop leur démonter la marge, mais quand même avoir ce contenu-là. Et donc, c'est quoi quand on est head trainer en moyenne? Ça, je l'ai pas. C'est une question que j'ai pas posée au head trainer que j'ai eu. C'est à peu près combien la marge qu'on peut. Tu vas me dire, ça dépend du loyer que tu factures et deux du nombre de coachs. Mais en gros, toi, avec l'expérience ou peut-être les autres head trainers ou les autres personnes, c'est quoi à peu près la marge qu'on pourrait éventuellement attendre de ça? Tu as une idée? Alors ouais, j'ai une idée. Je vais même te répondre de manière un peu vaste. La première question à répondre, c'est quelle est la philosophie du head trainer? Oui. La deuxième question aussi à prendre en compte avec cette première, c'est est-ce que le head trainer travaille dans le club ou pas? Puisque si le head trainer travaille dans le club, imaginons on a un club taille S, taille M. Le head trainer gagne entre 3 et 5 000 euros de chiffre. Il a un coach par-dessus qui paye 600 ou 700 euros, peu importe. Lui, ça lui fait un loyer à zéro. Il a à bloc de marge via son activité de coaching. Est-ce qu'il veut s'embêter à avoir un coach en plus ou pas? Ça, c'est à son appréciation pour le coup. Ouais, ok. Moi, en tant que trainer qui ne coache plus, ou en tout cas, j'ai 2 clients parce que ce sont devenus des amis, je suis obligé de partir sur un état d'esprit où il me faut un peu plus de coach parce que j'ai une marge d'erreur plus importante sur les clubs. Donc, j'essaye en général de viser à peu près 1 000 euros de marge hors taxe par club. Tout dépend le loyer négocié et tout dépend, tout dépend le secteur aussi sur lequel je suis. Imaginons Mont-de-Marsan. Tu vois, c'est un secteur où c'est très difficile de recruter parce que il y a une exode un petit peu des coachs, puisque les coachs pensent aujourd'hui que le coaching marche que sur certaines zones et pas toutes les zones de France, alors qu'en vrai, du coaching, ça marche dans tous les basiques. Mais du coup, sur ce club-là, même s'il y a une session de BP, les coachs vont à Bordeaux, ils vont à Toulouse, ils vont à Pau ou ils vont sur la côte basque. Et en fait, il y a très peu de coachs qui font confiance à ce système-là. Il n'y a que sur les grosses villes, en fait, où on a énormément de coachs, mais il y a énormément de concurrence. Oui, okay. Et c'est un peu ce truc-là. Et donc, du coup, sur ces clubs, on a forcément des marges plus basses, mais on a un taux de fidélisation beaucoup plus important avec les coachs parce qu'ils restent plus longtemps, parce qu'ils sont mieux, ils ont moins de concurrence. Alors que sur les grosses villes, on a un turnover un peu plus important de par le fait qu'il y a plus de concurrence, il faut faire sa place et on a aussi une marge un peu plus forte. Ouais. Oui, ça dépend de plusieurs paramètres. Ouais. Donc, c'est pour ça que si tu veux, la question est très ouverte. Non, mais Après, y a Basic Fit pour le coup, eux aussi, ils s'adaptent par rapport au marché. Donc, les loyers évoluent, les tailles évoluent, les négociations évoluent. Et donc, il y a l'appréciation du coach, son état d'esprit, il y a le secteur sur lequel il est implanté, il y a s'il coach ou pas, et il y a la négociation que tu as réussi à faire avec Basic Fit ou pas, puisqu'aujourd'hui, ça reste quand même un peu plus verrouillé qu'avant, parce qu'aujourd'hui, Basic, de ce côté-là, entre guillemets, n'a plus grand-chose à se prouver, puisqu'ils sont plus de 1000 coachs. Donc, ils ont une force de persuasion un peu plus facile. Voilà, pour essayer de faire court à ta question. Ok. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui avec toute l'expérience que tu as aux coachs qui nous écoutent, aux coachs qui démarrent ou qui sont dans des clubs, pas forcément dans Basic Fit, mais qui sont dans des clubs de fitness? Je démarre de zéro. Alors, tu nous as expliqué déjà, toi, ton chemin et je pense qu'il y a déjà des bonnes pépites à mettre en place. Qu'est-ce que tu pourrais leur partager ou qu'est-ce que tu partages aux coachs qui rentrent dans ton processus, toi? C'est quoi les choses importantes? Pour moi, un coach aujourd'hui, c'est une personne qui veut changer la vie des gens. Ça, pour moi, c'est le premier leitmotiv. Alors, souvent, c'est un métier passion. Ça, c'est souvent ce qui ressort. Maintenant, aujourd'hui, on voit, du coup, depuis que je me suis lancé et depuis que c'est un métier qui se professionnalise. Avant,
ben, on avait un gros body qui était dans une salle et il donnait 3 conseils. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui vivent de cette activité. Et si on veut être un coach qui fonctionne, ben oui, il faut avoir ce métier passion et être volontaire, mais il faut aussi, nous, en tant que professionnels, augmenter notre qualité, que ce soit sur la vente, que ce soit sur le marketing, que ce soit sur la prise en charge client, parce qu'il y a de plus en plus de coachs aujourd'hui qui arrivent sur le marché. Il y a des nouveaux diplômes qui arrivent aussi. Il y a des coachs qui vont être en activité avec seulement 6 mois de diplôme. Et si on veut faire la différence, trouver sa place sur le marché, il faut toujours être dans l'apprentissage et dans l'évolution professionnelle régulière. C'est-à-dire que, bon, on sort de diplôme, on a dépensé plein de sous, bon, il faut bien se lancer, etc. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, moi, je sais que si je n'avais pas investi dans une formation de vente, je serais dans un autre secteur et je ne serais plus du tout là. Ou alors, j'aurais dû être en CDI et donc bosser plutôt pour quelqu'un qui me dit, bon, fais ci, fais ça, et ne pas faire le métier pour lequel j'ai voulu faire, transmettre ma passion. Et donc, aujourd'hui, voilà, c'est le conseil que je donnerais, c'est formez-vous régulièrement, allez chercher des informations partout. La formation, aujourd'hui, on a plusieurs niveaux, hein. Les livres, on a YouTube, on a énormément d'informations. Déjà, ça peut être un bon premier point, mais à un moment donné, si on veut aller plus vite que les autres, il faut aller chercher de la formation chez des personnes qui ont déjà réussi, qui peuvent nous l'enseigner, comme toi ou comme moi ou comme d'autres personnes sur le marché. Et pour moi, ça, c'est primordial si on veut que notre profession prenne un petit peu de galon, hein, parce que quand on est sur les clubs, je vois trop souvent des clients dire « Oh ben non, mais c'est que du sport ». Non, en fait, il y a des gens qui vivent derrière tout ça et si on n'est pas professionnel, c'est là où on va diluer un petit peu notre qualité. Voilà. Comment tu le fais prendre conscience à tes coachs qui te payent aujourd'hui un loyer qu'il faut continuer à se former? Très bonne question, c'est un de mes challenges du moment. Aujourd'hui, nous, tu vois, on a ce retour. Alors, c'est un retour assez ouvert, hein, que je ne dis pas à tout le monde, mais aujourd'hui, comme nos coachs payent un loyer chez nous, ils pensent que juste avec ce loyer, on est censé leur apporter toutes les connaissances du monde. Bon, nous, on lutte contre ça aujourd'hui en leur disant, en fait, non. Aujourd'hui, tu as un accès au club, ok, tu as un accompagnement. Le leitmotiv, c'est 3 à 5 000 euros de chiffre. Après, on va pas te et encore, c'est déjà beaucoup, tu vois. Le retour sur investissement, il est juste dingue, en sachant que vous, sur les X euros que vous donnez, enfin qui vous donnent, il y a une grosse partie que vous redonnez du coup à Basic Fit. Basic, tout à fait. Et je te dis ça parce que ça fait, tu vois, depuis 6 mois là, ça fait 5-6 fois que je suis intervenu auprès des head trainers et je parle à leur équipe par rapport à ça parce que c'est le discours un petit peu. Je pense qu'il faut marteler continuellement que c'est important. Même nous, on se forme. Même moi, j'investis beaucoup d'argent pour continuer à avancer et à faire mon propre chemin. Et c'est vrai que souvent, le retour des head trainers, c'est souvent, ils croient que parce qu'on leur demande 5, 6, 700 euros par mois, on est blindé et c'est nous, entre guillemets, qui avons le monopole. Alors que je pense que vous leur expliquez aussi que vous avez des frais, que tout cet argent, vous en donnez une partie au club et tout. Mais c'est vraiment un travail de longue haleine et il faut répéter les choses comme quoi. C'est pas parce qu'en plus, aujourd'hui, ils font 3 000 euros de chiffre d'affaires que dans un an, ils vont continuer à faire 3 000 euros parce que il faut se remettre à jour. Il y a plein de choses aussi qui changent et qui évoluent, quoi. Tout à fait. Après, si tu veux pousser un petit peu l'échange là-dessus, pour le coup, je vois qu'au départ, dans le métier du fitness, aujourd'hui, tu avais des CDI. C'était la majorité des gens il y a 7 à 10 ans en arrière. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'indépendants. Maintenant, aujourd'hui, il y a des indépendants qui creusent le fossé entre… Il y en a qui gagnent vraiment bien leur vie et il y en a qui vivotent toujours. Et nous, l'objectif, si tu veux, c'est d'ouvrir un petit peu les œillères en disant, OK, aujourd'hui, tu investis 500, 700 euros, etc. dans le loyer, mais tu gagnes tant d'argent, en fait, tu as une place qui est exclusive. Maintenant, si tu veux passer des caps, c'est aussi des caps pour eux dans leur tête, puisque en général, moi, j'associe souvent le chiffre d'affaires que tu fais à ce que tu perçois comme chiffre, dans le sens où si tu gagnes 20 000 euros par mois, c'est parce que tu as un mindset
qui arrive à 20 000 euros et c'est juste une question d'état d'esprit. Et en fait, les coachs qui restent butés dans cette ouais, mais on vous paye déjà et vous êtes blindés, ben, ce sont des coachs qui ne vont pas durer longtemps sur le marché ou alors ça va vite s'essouffler parce que ils restent en bas, ils restent comme un peu l'état d'esprit des Français moyens en disant ah, ben, ils gagnent beaucoup d'argent, c'est pas bien. Alors qu'en vrai, on change la vie de plein de gens, on passe du temps, c'est 24/24 qu'on est derrière nos coachs. On va même avec eux des fois quand ils sont en difficulté pour les sortir de là. Et en fait, ils ne se rendent pas compte de tous les efforts qu'on fait, de tout le boulot en arrière. En tant que head-trainer, ils pensent juste qu'on est là, on perçoit les loyers, on part en vacances et on va manger au resto, on a des voitures et en fait, on profite de ça. Mais en fait, non, s'ils n'arrivent pas à ouvrir leurs œillères par rapport à ça, pour moi, il va y avoir un renouveau et il va y avoir un changement d'état d'esprit. Aujourd'hui, c'est la critique. Demain, ça va être comment vous avez fait. Et demain, ça va être tout le monde veut faire comme nous. Et ça, je vois que ça évolue gentiment sur ce marché. Et là, aujourd'hui, comme tu dis, c'est marteler l'information. Parce que le marché commence à se saturer. En tout cas, nous, chez Basic, les clubs se remplissent à fond. Il y a même des coachs qui passent leur diplôme juste pour bosser chez Basic. Te dire à quel point ça évolue. Alors qu'avant, personne ne voulait faire coach muscu. Hein. Tout le monde voulait faire du sport collectif pour avoir un job. Et je trouve que ça évolue un peu, ce truc-là. Est-ce que tu crois qu'un coach devrait se contenter de 2 000 à 3 000 euros de chiffre d'affaires ? Moi, c'est une réflexion que j'ai où, ça fait quelques années que je suis dans le secteur. Souvent, on se dit, ouais, 3 000 euros de chiffre d'affaires, c'est plus que mes parents qui étaient au SMIC. Néanmoins, ce que je pense qu'on oublie, ou c'est peut-être la vision que quand on est jeune, on n'a pas ce recul, c'est que, déjà, on est indépendant. Il y a quelques charges aussi qui sont imputées sur ce chiffre d'affaires-là. Et puis, c'est surtout que si on regarde à plus ou moins moyen terme, si on veut, je ne sais pas, avoir une famille, avoir des enfants ou construire quelque chose et puis réfléchir du coup, à son patrimoine, à un moment donné, je pense qu'il faut générer plus de chiffre d'affaires. Si on peut générer plus de chiffre d'affaires aujourd'hui, il faut le faire pour faire fructifier cet argent-là et en faire profiter soit notre cercle familial, ami ou autre, et puis notre propre enrichissement personnel par la suite, parce que on ne sait pas ce que ça va donner au niveau des retraites quand on aura l'âge de la retraite ou autre. Et je pense que ça aussi, c'est un deuxième travail, parce que c'est vrai que la priorité, quand tu ne gagnes pas ta vie, c'est déjà d'assurer, entre guillemets, de pouvoir payer tes factures et manger. Ça, c'est la base de la pyramide de Maslow. Mais je trouve que c'est plus cette culture, on va dire, financière qui manque à beaucoup de coachs, même des coachs qui, je vois, qui ont 5, 6, 6 000 euros, qui commencent à générer un peu d'argent. Ils n'ont pas cette vision à plus ou moins moyen terme, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Ouais, j'ai une vision un petit peu qui ressemble à la tienne et assez tranchée là-dessus. Pour moi, aujourd'hui, si tu es indépendant, tu es entrepreneur. Et pour moi, entreprendre, c'est mettre en place des choses. Si tu te satisfais entre 2 et 3 000 euros de chiffre d'affaires, en vrai, autant être salarié. Pourquoi ? Parce que tu as beaucoup plus d'avantages. Tu peux tomber malade, tu seras toujours payé. Tu as des vacances tous les ans. Et en vrai, tu n'es pas bouffé par ton activité et tu peux faire des prêts à la banque parce que tu as un CDI et qu'aujourd'hui, en France, c'est quand même le Graal pour la majorité des banquiers. Maintenant, si tu veux être indépendant et que tu gagnes 2 à 3 000, ce n'est pas suffisant parce que tu es trop en danger financièrement en fonction des fluctuations de ton activité tout au long de l'année. Si tu veux aller voir les banques et tout ça, comme tu as dit, tu vois, tous ces trucs du quotidien, ça ne sera pas possible. À part si ton train de vie, tu dépenses que 200 euros et que tu économises 2500, mais sinon, tu vis dans une caravane au fond des bois. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. L'inflation et compagnie. Donc, en tant qu'entrepreneur, pour moi, l'objectif, c'est d'être au moins entre 4 et 5 000 euros de chiffre d'affaires. Alors après, il y a des gens, moi, au début, quand j'ai commencé, je faisais 7-8 heures de coaching à la salle par jour. Ça m'est arrivé, je suis monté jusqu'à 6 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais, je faisais à bloc d'heures. Par contre, j'étais content parce que j'avais de l'argent. Et cet argent, je l'ai économisé pour me former et me dire, OK, j'optimise mon activité et je fais moins d'heures et je fais des taux horaires plus gros et puis je fais un petit peu de en ligne et compagnie. Mais en tout cas, un entrepreneur,
allez, on va dire, ouais, s'il n'a pas 5 000 € par mois de chiffre d'affaires, c'est un danger. Et pour lui, et pour les personnes avec qui il travaille. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. Après, il y a des coachs qui vont forcer, qui vont aller à 7, 8, 10 000 €, mais qui restent la tête dans le guidon. Et c'est pareil, ça, c'est un danger parce qu'il n'y a pas cette élévation de mindset de se dire, OK, comment, bon, c'est le mot du moment, hein, scaler mon activité, comment je peux aller chercher plus de revenus sans travailler plus. Et ça, ils ne réfléchissent pas comme ça. Ils sont toujours à la production, ils sont toujours coachés. Ils font des plages horaires énormes, ils ne se reposent jamais. Et le problème de ces coachs-là, c'est qu'ils s'essoufflent dans le temps. Et en plus, ils flinguent un petit peu le marché dans le sens où nous, on a un coach, bon, je ne dirais pas le nom, mais il a gagné jusqu'à 14 000 € par mois donc de chiffre d'affaires sur un club basique. Il gagnait que 2 000 € en ligne, donc ça veut dire qu'il faisait 12 000 € de chiffre en club. Nous, nos tarifs, ils sont à 70 balles de l'heure au plus cher. Et donc, en moyenne, on va dire entre 50 et 70 balles de l'heure, mais nous, on essaye de les inculquer que c'est 70 balles de l'heure. Donc, ça veut dire qu'il faisait une plage horaire du coaching énorme. Et en réalité, ben, c'est un coach qui est retombé très vite parce que vu qu'il coachait, il ne faisait plus de prospection. Donc, forcément, quand il y a moins de clients, on ne peut rien faire d'autre. Il s'est épuisé mentalement, il s'est blessé, donc il a dû quand même continuer à assurer ses services. Et il faisait du coaching à la chaîne, donc peu de qualité. Et donc, c'est un coach aujourd'hui qui reste à son niveau. Là, donc, il est à 7-8 000. Aujourd'hui, il a l'impression que c'est tout cool et compagnie, mais il aura du mal à passer les étapes parce que il n'a pas cet état d'esprit d'aller chercher l'automatisation, de déléguer cette partie management avec des personnes extérieures. Et il est trop centré sur lui-même. Et c'est pour moi l'étape suivante, hein, c'est de se dire, si je m'en vais, est-ce que mon business tourne toujours? C'est ça qui fait que ce sera plus facile. Mais pour les coachs, si on reste en dessous de 5 000 €, pour revenir à ça, c'est un danger. Quoi qu'il arrive, à un certain moment, c'est pas évident. Et donc, la formation, etc., voilà, cet état d'esprit est très, très important à avoir. Pour faire 5 000 € de chiffre d'affaires par mois pour un personal trainer, tu leur conseilles quoi au niveau marketing, hormis le fait, comme tu nous as expliqué, d'aller voir les gens? Est-ce que tu as d'autres stratégies que tu leur partages? Oui, mais en vrai, c'est très sommaire parce que dans le club, pour moi, aujourd'hui, dans un club, on peut avoir… Alors, nous, 5 000 € de chiffre d'affaires, c'est 17h50 de coaching par semaine. Mmh. Donc, ça veut dire 35 heures de présence sur le club, puisqu'on compte toujours un petit peu le temps de prospection, le temps de préparation des séances et compagnie. Donc, ça fait à peu près ça. Nous, on pense qu'avec ça, un coach peut tenir sur du long terme sans se griller et pouvoir de temps en temps se surcharger un petit peu les semaines pour pouvoir avoir du temps de repos. Moi, je trouve que c'est le bon truc. Ceux qui vont faire 40, 50 heures, c'est aussi faisable, mais c'est plus compliqué. Donc, pour les conseils marketing, vu qu'on a besoin que de 17h50, on a largement la faisabilité sur un club. Après, sur le club, on a des affiches pour présenter les coachs. Ils sont référencés sur le site internet, l'application des clients, sur les télés du club. Donc, ils ont déjà un truc. Après, s'ils veulent faire un peu plus, partager des conseils sur les réseaux sociaux. Choisir un réseau social, pour moi, est important. Pas avoir 10 réseaux sociaux. Et d'être récurrent, régulier dessus, de partager, d'aller encourager les gens et compagnie pour avoir une source de clientèle un peu plus. Après, ils peuvent aller voir les entreprises. En tout cas, autour de tout ce qui est zone de chalandise, ils peuvent aller les voir. Ils peuvent se mettre en partenariat avec des personnes dans la santé, hein, aussi le médecin, ostéopathe, kiné et compagnie. Mais en vrai, je n'ai pas poussé la question parce que pour le coup, le flux, oui, non, mais c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Le flux qu'on nous emmène ne m'a pas amené dans cette direction-là et j'en ai pas l'utilité. J'aurais développé un accompagnement pour des coachs à domicile. Bon, du coup, j'aurais un accompagnement marketing beaucoup plus poussé parce que je n'ai pas le flux de Basique. Mais la facilité aujourd'hui vraiment qu'on a avec Basique, c'est que sans rien foutre, tu passes le portail, tu attends à l'accueil et juste les clients s'inscrivent. Voilà. C'est pour ça qu'en vrai, le marketing,
c'est un de mes derniers trucs auxquels je suis en train de bosser énormément aujourd'hui parce que j'en ai jamais eu besoin en fait. Ouais. Donc voilà. Et bizarrement, tous les coachs veulent trouver des tactiques marketing pour trouver des clients. Bizarrement. Ben, après, je veux bien, mais en fait, demain, ok, ils ont des clients. Alors déjà, c'est pas sûr qu'ils les aient, mais en tout cas, demain, ils en ont. Qu'est-ce qui se passe? Ils savent pas discuter avec eux, ils savent pas les prendre en charge, ils n'ont pas de lieu super intéressant pour les prendre en charge, ils peuvent pas faire de volume. En vrai, ils prennent le problème trop à l'envers. C'est ça qui est compliqué. Mais bon, c'est les échanges avec eux, c'est de leur ouvrir un peu les yeux. Après, aujourd'hui, l'avantage qu'on a nous deux, c'est qu'on a déjà pas mal d'expérience. Alors, j'en ai moins que toi, bien évidemment, mais moi, aujourd'hui, je peux très bien leur dire, regardez, vous pouvez poser les questions aux coachs qui sont dans nos salles. Le marché fonctionne, le modèle fonctionne. Donc, en vrai, n'allez pas chercher des trucs de ouf. Concentrez-vous sur ce qui marche. Ne réinventez pas la roue, parce que ça, il y en a trop aussi qui le font. Et appliquez les conseils que les personnes qui ont réussi vous donnent. Oui. Donc, non, mais c'est ça l'intérêt. C'est ce que je dis aux équipes de coachs qui ont, comme toi, une équipe de coachs. C'est servez-vous aussi. Ça, c'est une grande force aussi des équipes que vous avez constituées. C'est connecter avec les coachs de ton équipe qui ont 8 à 10 cas par mois. Connecter avec eux, parler à ces gens-là, comment ils ont fait, etc. Et c'est un peu après du mimétisme, tu vois. C'est un peu toujours, voilà, si c'est un peu la somme des X personnes, des X personal trainers, tu vas forcément aller voir les personnes qui fonctionnent et tu reproduis un peu le même modèle. Hein. Il n'y a pas de raison. En plus, pour enchaîner là-dessus, et ce qui est rigolo, c'est qu'au début, tu as 1 ou 2 coachs sur un club et ouais, mais il va me faire de la concurrence et tout ça. Bon, ok, en vrai, chaque coach attire sa propre clientèle. Et encore une fois, il faut 17h50 de coaching. Donc, même si tu n'as que un client qui correspond à 1 heure, ça te fait que 17 clients ou 18 clients. Bon, même si tu as un peu de turnover, au pire des cas, tu en prends entre 20 et 25. Mais c'est tout ce que tu as besoin. Et tu gagnes 5 000 € de chiffre. Et donc, après, plus tu vas rajouter de coachs, plus les coachs vont être là dans la jalousie, parce qu'aujourd'hui, c'est ça auquel on fait face. Alors qu'en fait, plus tu as de coachs dans un club, plus tu as de clients pris en charge. Et ça, ils sont trop fermés sur eux. Et ça, c'est un des… C'est aussi contre-intuitif. Hein, ça pourrait… tu te dis, putain, j'ai un club de 3000, il n'y a pas de personnel training, je vais lancer le personnel training, je vais me faire les couilles en or. Mais pas du tout. Il faut mieux être effectivement dans un club où il y a 3000 adhérents et il y a déjà 5 personnel trainers. Tu auras plus de facilité à gagner de l'argent que si tu étais seul dans un truc où il n'y avait pas. Oui, mais ça, c'est normal. Enfin, je peux comprendre effectivement qu'au début, on se dit c'est pas logique, quoi. C'est vrai. Après, si tu veux, un des points sur lesquels les coachs sont très renfermés, c'est qu'ils ne connaissent pas la réalité du marché, ils ne connaissent pas les pourcentages de prise en charge dans des clubs. Ils ne sont pas du milieu, en fait. Ils sortent et ils pensent qu'ils ont toutes les connaissances, alors qu'en vrai, ça reste des petits bébés. Et quand je me vois il y a 7 ans, je me vois aujourd'hui, j'ai rien à voir avec à l'époque. Non, mais c'est sûr que s'intéresser au marché, c'est quand même intéressant. Oui, c'est quand même important, effectivement. C'est comme si demain, tu dis, bon, voilà, je me mets dans cette zone, je vais dans un désert et puis je vais vendre du sable. Bon, super, en fait, personne n'en a besoin, quoi. Donc, mais par contre, je vais vendre de l'eau dans du désert. Bon, tout le monde en aura besoin. Donc, il y a un marché, il y a des choses et donc, c'est normal qu'il y ait de la concurrence. S'il n'y a pas de concurrence, en général, ça pue un peu, quoi. Tu veux aller où, toi, Alex? C'est quoi ton ambition? Ma vraie ambition de départ, c'est d'avoir une boîte qui fait 1 million d'euros à l'année. Ça, c'est ma vraie ambition au départ. Après, si je veux pousser un petit peu et pas rester que sur l'argent, parce que l'argent n'est pas une fin en soi, c'est d'imprégner un petit peu le marché français du personal training. Ce qui m'intéresse, c'est de changer la vision des gens aujourd'hui et de rattraper un petit peu nos amis anglo-saxons et de faire évoluer ce marché-là. On a du boulot, hein. Mais c'est inspirant, ça c'est dit. Et donc, du coup, aller à la rencontre de beaucoup de coachs. Tu vois, aujourd'hui, nous, on essaye de beaucoup d'aller dans les écoles, de parler de notre parcours, de comment on a galéré au début, de tout le marché qui existe, des 3000 solutions pour être coach sportif et de vivre sa vie.
Après, ben, j'essaye d'inspirer les gens parce qu'aujourd'hui, ben, il y en a beaucoup qui veulent se lancer en tant qu'indépendants et souvent, ben, c'est là où ils ont un peu de mal. Donc, ouais, c'est inspirer et laisser un peu une empreinte positive sur de la formation, sur cette énergie, je pense, que j'ai pour le marché du fitness. Ça me plaît beaucoup. J'adore échanger avec plein de gens et voilà, quoi, c'est faire grandir ça en France parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail et on est super en retard. Donc, voilà un peu mon état d'esprit du moment. Après, d'un aspect personnel, ben, c'est de me mettre à l'abri par rapport à cette fameuse retraite. Donc, c'est aussi de placer des sous. Là, je commence gentiment à faire de l'immobilier. J'investis pas mal avec mes parents et tout ça. Donc, c'est de pouvoir fournir ben, cette quantité d'argent suffisamment nécessaire pour lancer les projets. Une fois que les projets sont faits, ben, pouvoir travailler sans cette pression financière. Parce que ben, aujourd'hui, on a toujours ce petit stress tant qu'on n'a pas prévu notre retraite, si on peut se dire. Et une fois que j'aurai ça, ben, ouais, continuer à aider les coachs, partager. Ce que j'aimerais bien aussi faire, ça c'est un petit kiff que j'aimerais, mais c'est ces fameuses petites séminaires, passer 2 jours dans un endroit et prendre les business de chacun des coachs où on est une dizaine et vraiment leur poser plein de questions ouvertes et qui sortent de là avec la tête gavée d'idées. Ça, c'est un petit kiff que j'aimerais bien me faire cette année. Ouais. Mais voilà un petit peu pour un truc qui n'a rien à voir. Est-ce que tu vas au Stade Toulousain? Parce que moi, je suis fan du Stade Toulousain. Est-ce que tu vas avoir des matchs ou enfin non, pas forcément au Stade Toulousain, mais tu es dans le pays du rugby, quoi, chez toi. Ouais, je suis allé voir, je vais voir Bayonne de temps en temps Bayonne. quand même. Ouais. Je vais voir Dax, puisque Dax est monté en Pro D2, donc Ouais. J'y vais régulièrement parce qu'on a des places. Je vais peu à Mont-de-Marsan et sinon, moi, vu que je suis natif de l'île d'Oléron, de temps en temps, je vais voir les matchs de La Rochelle. Ouais, ok. Donc voilà, et puis après, ben, j'ai mon collègue avec qui aujourd'hui, bras droit et associé Murphy, donc je te présenterai un petit peu plus tard, mais lui est fan de Paris, donc quand il y a un Bayonne-Paris, je te laisse imaginer la pression qu'il y a devant la télé. Yes, excellent, excellent. Est-ce que tu as une ressource à nous partager, un livre peut-être que tu offres à tes personnel trainers qui rentrent dans ton équipe ou je ne sais pas, podcast ou voilà, est-ce qu'il y a des choses que tout coach sportif devrait lire ou écouter? Décidément, non, tu me poses des bonnes questions. Non, en fait, je vais te dire, cette année, j'ai créé un bouquin que j'ai pas trop promu sur les réseaux. Ça s'appelle le Skill Book et ça se passe en 3 étapes. Je revois un petit peu l'activité d'un coach principal dans un club avec les EPMSP et compagnie, les méthodes de base. En deuxième point, on a tout le marché du fitness. On s'est décarcassé pour avoir les dernières études et pour ouvrir un peu les œillères aux coachs. Et notre dernière partie, c'est d'avoir un plan sur les 12 premières semaines pour lancer son activité d'indépendant. Donc aujourd'hui, ben, à la rigueur, je vais promouvoir ça ici. Parfait. Mais sinon, non. Après, en bouquin, j'aime bien tout ce qui est les bouquins de vente avec le Loup de Wall Street, avec Gary Vaynerchuk. C'est un Américain là, qui j'adore ce qu'il fait, son état d'esprit et compagnie. Donc, je lis beaucoup ça. Anthony Bourbon, je regarde beaucoup. Il inspire beaucoup. Je trouve qu'il change beaucoup de mentalité. Donc, voilà un petit peu mes ressources, en tout cas, dans lesquelles je puise aujourd'hui pour avancer. Et que je peux donner. S'il y a des coachs qui veulent rejoindre ton équipe, ça se passe comment? On fait quoi? Ils vont sur notre site internet, donc Skill Concept, ou ils vont sur notre Instagram Skill Concept. Ils peuvent nous envoyer un message. Quoi qu'il arrive, nous, on ne fera aucune candidature automatique. On aura toujours un échange avec une personne de nos équipes. Je trouve que c'est important dès le départ de mettre du lien social. Donc, on sera obligé d'avoir un rendez-vous, que ce soit visio, téléphonique, pour se lancer. Donc, on a ces deux interfaces-là aujourd'hui. Et puis, sur mon compte perso, on peut aussi m'écrire. Pas de problème. Bon, parfait. Je mettrai toutes les infos dans la description de l'épisode. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Je suis très mauvais pour les questions comme ça. Non, je trouve que, comment dire… On a bien balayé. C'est bien. Parce
Excuse-moi, j'ai un côté. Non, ouais, je pense que l'échange a été bien. Après, on pourrait discuter du marché, on pourrait discuter des formations, de ce qui te semble essentiel, pas essentiel, des trucs de base, de l'état d'esprit à avoir en fonction du chiffre d'affaires que tu veux. Ça, je pense qu'il faudra plus d'un podcast pour en discuter, mais on pourra refaire des épisodes avec plaisir. Un dernier petit message du coup que tu pourrais adresser à la communauté des coachs. Allez, le dernier petit message, c'est que en face de chaque problème, il y a une solution. Donc, personne ne doit baisser les bras. Trop de coachs ont réussi aujourd'hui pour que vous puissiez être et rester dans l'échec. Donc, allez vers ceux qui ont réussi. Ouvrez un peu les œillères, allez échanger et tout simplement kiffez votre métier de coach sportif et véhiculez votre passion à fond parce qu'il y a vraiment du marché aujourd'hui. Bon, un bon message de fin. Merci en tout cas pour toutes les pépites que tu nous as partagées. J'espère que tous les coachs ont écouté cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit 5 étoiles, un petit commentaire pour remercier Alex. Et puis, merci à toi, Alex. Merci à tous. Pensez à nous retrouver dès la semaine prochaine pour un nouvel invité. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à très vite. Bon, salut. Salut. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.